l'intérêt du témoignage pour nous, enfin, dans l'ensemble de la communauté qui pratiquons le souvenir, il est basé sur les éléments très importants, c'est-à-dire la première grande rafle à travers la France occupée, c'est-à-dire le 16 et 18 juillet, 16-18 juillet 42. Après ça, précisément pour le Nord et le Pas-de-Calais, c'était 11 septembre. C'était le 11 septembre 42, oui. Que David, lui, il a vécu ça. Moi et ma famille, nous n'étions plus à Lille. Et je veux dire, notre parcours, bien qu'on ait beaucoup souffert, mon père n'est pas revenu de déportation, j'ai assisté à des choses qu'un enfant n'aurait pas dû voir. Ma mère, ma sœur et moi, nous avons erré à travers la France, il faut le dire. Et nous avons abouti, nous avons été libérés le 4 juin 1944 à Rome. Ça n'a pas été un voyage, nous avons subi une traque. Une traque, voilà. Bon, alors si tu veux continuer... Moi, je n'ai pas le même parcours. Mais chacun a un parcours précis. Chacun a un parcours vécu très précis. L'un plus, mais tout le monde a été victime. Oui. Avec l'importance du hasard, des moyens financiers de la famille, de la décision familiale de partir dans tel ou tel endroit. Donc, il y a tellement d'éléments déterminants d'une réussite ou bien du risque d'être arrêté. Un échec. Un échec. J'étais français à la naissance, bien que mes parents fussent étrangers. Je suis né en 1932 et mes parents ont été naturalisés français en 1939. Mais moi, j'étais déjà français, à ma naissance, à leur demande. Or, au mois de juin 1940, la loi de Vichy, du 22 juillet 1940, la loi du 22 juillet 1940 disait que les révisions de naturalisation étaient possibles. La loi du 2 juin 1941 fait en sorte que tout ce qui a été, toutes les naturalisations d'enfants postérieurement à la rafle sont annulées. Donc, on arrive donc en 1942, apatride, et arrive la rafle de Paris, bien sûr, du 16 juillet 1942. Et donc, ceux qui avaient des possibilités ont réussi à quitter l'île, comme Henri, comme toi, Charles. Oui. Moi, j'étais parti bien avant. Bien avant. Ah, oui. D'autres ont pu, mes parents n'ont pas pu. Financièrement, on ne pouvait pas. Donc, la seule solution, c'était d'attendre. Et la rafle a été organisée le 11 septembre 1942, le jour de la nouvelle année juive d'abord, ce qui était important parce que les familles sont présentes. La police est donc amenée le 11 septembre, demandée par les Allemands, à se positionner devant les habitations, comme il dit ici, de manière à surveiller les immeubles dans lesquels des Juifs étaient domiciliés. Et ça, c'est le commissaire de police avec copie au préfet, au cabinet de l'intendant, au commissariat de police, au commissaire divisionnaire, au maire de Lille. Tout le monde y a droit. Et donc, les flics sont venus dans les différentes maisons, puisqu'on a été recensés, et qu'on a été au recensement parce qu'il fallait bien obtenir des tickets de ravitaillement. Tout à fait. Donc, c'est ce jour-là que les recensements ont été vraiment mis à profit, enfin les adresses, quoi. Les Juifs, quand même, étaient regroupés au point de vue famille, donc, soit dans les mêmes immeubles, soit même dans les quartiers, selon les positions sociales, selon les possibilités matérielles. Et vous habitiez... Rue de Paris. Oui, vous habitiez rue de Paris. Rue de Paris, en face de l'hôtel de l'Ermitage actuellement. C'est ça.
Et là, il y avait aussi c'était le vieux Saint-Sauveur, ce qu'on il y appelait. avait d'autres familles juives aussi. Il y avait d'autres familles, surtout dans le quartier Saint-Sauveur, qui a été démoli après la guerre, où là, c'était des maisons tout à fait simples, qui datent du Moyen-Âge, hein, et sans commodité. Donc on vivait là-dedans, proprement, mais bon. Et il faut quand même souligner que les caractéristiques des maisons, c'est qu'on pouvait circuler d'une maison à l'autre, rue des Roblés jusqu'à la place, Vicard, par les toits. En fait, c'était des vérandas qui aboutissaient d'une maison à l'autre. Donc, mon père, connaissant l'agent de police qui est en bas, a demandé à partir, l'agent de police a refusé. Ce qui fait que ma mère a pris l'initiative de partir par les toits. Voilà. Et c'est ça qui a fait que vous avez été... Ce qui fait qu'on est arrivé rue Saint-Sauveur, pas loin de la maison de M. Brechner, qui s'occupait avec M. Lezère de l'organisation de secours aux enfants. Grâce à M. Brechner, M. Lezère, on s'est retrouvés, ma soeur et moi, chez le pasteur Nick à Fives. Et le pasteur Nick avait dans sa maison des gosses partout, qui venaient soit de la gare de Fives, qui étaient déjà sortis de la gare de Fives par les cheminots, et qui ont été amenés chez le pasteur Nick, aussi par le fils du pasteur, qui a réussi à sortir des enfants. Bref, le nombre d'enfants était tel que c'était... Moi, je me rappelle des enfants partout, quoi. Hein. Donc c'était effrayant. Hein. Et jusqu'au moment où un abbé est venu nous chercher. L'abbé Stahl, qui était l'abbé à Marc de la maison des enfants, ce qu'on appelait les enfants mal aimés, les Emma. Enfants mal aimés, c'est-à-dire les petits délinquants, les enfants abandonnés, les petites crapules. Oui, bien sûr. C'était ça, quoi. C'était ça, c'était un monde. Hein. Enfants abandonnés. Voilà. Donc, on s'est retrouvés une quinzaine d'enfants là. Les filles étaient envoyées, ma soeur et Rosa Blanc ont été envoyées au Bon Pasteur à Alos, où il y avait les femmes à cornette, là, les sœurs. Les religieuses, oui. Et l'inscription ici de l'abbé Stahl se faisait sur un document particulier grâce à une dame qui s'appelait Madame Losfeld. Parce qu'il y avait des visites des Allemands tous les 8 jours qui faisaient un recrutement des garçonnets les plus âgés pour aller à la LVF, ce qu'on appelait, c'était la Légion des volontaires français pour la Russie, enfin pas pour la Russie, aussi en 1942 c'était déjà pour ça. Et il vérifiait les livres. Donc les bons d'entrée avaient des noms changés, le nôtre, ma sœur bien sûr à Los, et ça permettait d'être au même régime que l'ensemble des enfants. Donc vous cachez. Oui, on était cachés. Vous étiez cachés parmi ce groupe de jeunes un peu différents, même un peu délinquants, tu l'as dit, oui. Alors ceci a duré pour moi 5 ou 6 mois peut-être, jusqu'au jour où c'est Madame Losfeld qui parle, un agent de la Poste, un receveur de la Poste a intercepté une lettre de dénonciation anonyme qui partait à la fin de leurs armeries. Donc la lettre a été ouverte, retenue, ouverte, ce qui a permis à l'abbé Stahl de nous évacuer dans toutes les directions. Ce qui fait qu'on s'est retrouvés, les enfants mâles, on s'est retrouvés à Bouvines, où il y a maintenant un centre de vacances qui s'appelle l'UCPA. Et puis les filles, il n'y en avait pas, elles étaient déjà à Los. Voilà. Je suis resté à peu près 6 mois environ.
jusqu'au jour où ma mère m'a enlevé. Parce qu'il y avait le hasard, toujours, qui fait que les choses se passent comme ça. Il y avait à Fives une sage-femme, très connue, sage-femme à Fives, qui connaissait le pasteur Nick. Et cette sage-femme, elle avait perdu sa belle-fille. C'est-à-dire que son fils était un homme qui était né en 1881, qui avait fait la guerre de 14. Il y avait 60 ans environ. Il avait à peu près, oui, 57, 58 ans. Il s'était tapé Verdun. Il avait 3 enfants. Il était veuf. Donc il cherchait quelqu'un à Lambersart pour l'aider. Tenir la maison. Pour tenir la maison. Donc il avait demandé à sa maman, la sage-femme, si elle connaissait quelqu'un. Elle est allée voir Pasternik parce qu'elle avait dû apprendre qu'il y avait des enfants et des dames. Et Pasternik a dit, il y en a une, c'est ma mère. Comment il a fait pour la trouver, je ne sais pas. Bref, on s'est retrouvés chez lui. Donc il y avait ma sœur, moi, Gabi, Pierre et André. On était 5 gosses, 5 enfants. Lui, c'était un homme, un artisan tailleur, un artisan menuisier. C'était pas un homme riche, c'était un homme simple. Mais il a dit, ces 3 juifs, je les prends. Le nom était devenu Vent de Portal. Moi, je m'appelais Daniel et ma sœur Suzanne. Ah oui. Ah oui, vous aviez changé de nom. Changé de nom. Ah oui, c'est ce que tu n'avais pas dit. Vous ne pouvez pas aller à l'école? Non, mais vous alliez à l'école. Non, on n'allait pas à l'école. Oui. Je ne me rappelle plus d'avoir été à l'école là-bas. Dans toute cette période, non. Oui. Et d'ailleurs, lui, il est juste parmi les nations. D'accord. Au Yad Vashem de Jérusalem. Beaucoup n'appréciaient pas ce qu'il avait fait. Oui, parce que bon, c'était dangereux. C'était dangereux. Ça fait des enfants. On y réfléchit. Oui. Il suffisait que quelqu'un parle, quoi. Hein. Parce qu'on avait beau dire que notre père était prisonnier, ça ne marchait pas, quoi. On est arrivé 2 gosses comme ça. Et personne n'a parlé. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça qu'on est là. C'est ça. Il ne fallait surtout pas dire David et Sarah, c'était Suzanne et Daniel. C'était pas Bugaski, c'était Vent de Portal. Et c'est pas compliqué. Alors il nous avait appris l'histoire de la famille. Donc son demi-frère, une tante, des cousines. Terrible. Vous savez, à la question, est-ce que c'était pas difficile? Les enfants, lui, moi j'ai à peu près le même âge, un peu plus âgé, on s'adaptait à la situation. On était bien obligés, on était... moi, je sais pas, quand je pense à cette période-là, je vois des souris qui courent, qui trouvent un petit coin pour un trou. Et, mais quand on est enfant... Mais l'enfant... on est enfant, on n'a pas... D'abord, on ne savait pas ce qui allait se passer. On ne savait pas ce qui allait se passer, mais ce qu'on savait... Qui pouvait imaginer qu'on allait à Auschwitz? Non, la suite, on ne savait pas. Non, on ne savait pas. Savoir. On ne savait pas. Mais l'enfant ressent très fort la peur. Tu étais dans des conditions... Nous étions dans des conditions... La peur des parents. Et parce que on se pose des questions en disant, mais comment se fait-il que mon grand-père, ma grand-mère, qui était resté en Pologne, du côté de mon père ou de ma mère, que sont-ils devenus? Est-ce qu'on a une nouvelle? Est-ce que... Bon, il y a un massacre, quoi. Mais les parents ne peuvent pas tout dire. C'est vrai que... Et aujourd'hui, quand on parle de la journée du souvenir des déportés, qu'est-ce que ça représente pour vous? Une journée comme ça. Est-ce que déjà vous trouvez que c'est suffisamment important, c'est suffisamment marquant pour le devoir de mémoire ou pas? Moi, je pense plutôt à la famille, aux familles de mon père et de ma mère qui sont restés là-bas, qui ont été massacrés. Oui, bon, comment? d'accord. Mais pour moi, c'est ça. Ça nous est personnel. Ça nous est personnel, voilà. Oui. C'est important de le signaler, d'y penser, quoi. Et moi, je n'ai jamais ignoré une année, parce que c'est la journée du souvenir. Elle est pratiquée, je ne sais pas si on dit pratiquée, elle est commémorée par la communauté juive
de Lille. Tous les ans, il y a un rassemblement à la Noble Tour. C'est fin avril, en général, le 26 avril. Oui, à la Noble Tour, il y a une commémoration. Ça, c'est une carte que mon père, avant la rafle, en 1941, d'après ce que j'ai pu voir là, mon grand-père était gardien de synagogue en Pologne. Il a écrit à son fils, à mon père. Ah oui. Donc il y avait l'adresse en plus. Il n'y avait plus qu'à, pour les Allemands, il n'y avait plus qu'à noter l'adresse. Hein, c'était facile. Oui. Et il a écrit en yiddish, comme ils avaient droit à une carte, il a écrit. Ah oui, c'est extraordinaire. C'est fou. Ah, Hein. oui. Attention, elle est fragile. C'est incroyable à traduire. Le yiddish, ce ne sont pas des caractères, ce sont des caractères hébraïques. Hein? L'étoile. Wow. Je ne les ai pas. Hein. Ma mère l'avait caché, au risque de se faire prendre d'ailleurs, dans un truc comme ça. C'était une de celles qui n'était pas portée. Hein. Ah oui, elle n'a pas encore été cousue. C'est terrible quand tu penses à ça. Hein, marqué comme ça. Enfin, il y a quand même des écrits qui disent qu'il y avait des enfants ou des adultes qui portaient l'étoile et des personnes qui s'approchaient d'eux et qui leur disaient quand même des paroles de courage, d'encouragement. Je ne vais pas dire de félicitations, mais d'encouragement. Moi, je sais qu'à l'école Carnot, près de la mairie de Lille, il y avait beaucoup de gosses. Il y avait Maurice Blanc, il y avait beaucoup de garçons qui avaient l'étoile. Et on était bien traités par les enfants, par les instituteurs. Oui, c'est ça, c'est l'instituteur qui donnait. Et ça, c'était juste en 1900. Alors, l'étoile a été portée à Lille de fin mai 42. Oui. De fin mai 42. C'est ça qui la loi a été dictée, le décret fin mai 42. Fin mai 42, donc après, celui qui portait l'étoile après la rafle, c'était malade, hein, pas possible. Hein. Jusqu'à la rafle, on pouvait la porter. Hein. Mais à l'école Carnot, comme c'était presque la fin de l'année scolaire, on l'a porté jusqu'à fin juin, début juillet. Oui. Pour retirer l'étoile qui était obligatoire, il fallait donner des points textiles. Des points. Il fallait donner des points textiles. Ces points qui servaient à acheter des vêtements. Alors en plus, c'était un truc, une marque odieuse. Il fallait la payer d'une certaine façon. C'est vraiment une marque odieuse. Hein. Oui. Ah, c'est terrible. Et vous avez dû la porter? Ah oui, on l'a portée, oui. Vous aussi, vous avez dû. Moi, c'est spécial. Toi, tu l'as portée, non? Moi, juste un petit événement, quand mon père a été arrêté, 17 juillet 42 au Mans. Comme tu as dit tout à l'heure, on ne savait pas ce qui allait se passer. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui était vraiment une femme d'action, une femme énergique. Mais quand même, ça l'a bouleversée. Qu'on soit venu, qu'on ait pris le mari avec une valise, et puis donc ma mère disait toujours, avec la gentillesse, tu peux tout obtenir. Et c'était constamment son discours. C'était en yiddish, c'est bon. Avec la gentillesse, tu peux tout obtenir. Alors elle nous a dit, mais c'était de l'inconscience. Ta sœur et toi, ma sœur avait 15 mois de plus que moi. Elle est née en 30, donc on était en 42. Elle avait pas encore 12 ans. Moi, j'avais pas encore, je suis né en novembre 31, j'avais pas encore 11 ans. Elle nous a dit, vous allez aller à la commandante Tour, et ça doit être une erreur, vous allez demander qu'on libère votre père. Et ma sœur et moi, les deux, comme ça, nous sommes allés. Enfin, c'est pour ça que c'est tellement... nous sommes allés à la commandante Tour, on a été effectivement reçu par un Allemand, un caporal ou je ne sais quoi, je ne sais qui. Hein. La suite, je ne sais pas. Mais la suite, ce que je sais, c'est qu'on est sortis vivants. Ils auraient pu vous retenir. Ah oui, voilà. Ah oui. Bon, c'est chance, et je ne peux rien dire de ma mère,
parce que c'était une femme énergique, une femme courageuse, mais on ne savait pas vers quoi on allait. J'ai eu la chance de l'aide des citoyens, c'est une partie française de mon histoire, de l'aide de citoyens français. Et quand nous sommes passés en Italie, on est allé à pied à travers la montagne, 900 personnes, à pied, 3 jours. Pendant l'occupation italienne. Non, c'est terminé, c'est la capitulation. Ah oui, c'était après la capitulation italienne. Eh bien, quand nous sommes arrivés de l'autre côté, pendant une certaine période, nous avons été, non pas accueillis, mais les fermiers, moyennant paiement, voulaient bien nous accueillir. Et ensuite de ça, ce sont des institutions religieuses qui nous ont ouvert la porte. Dans un premier temps, dans le Piémont, une petite ville qui s'appelle Cuneo, en Italie. C'était sur le versant italien des Alpes. Et dans le deuxième temps, nous sommes allés à Rome. Et là, c'était une institution de sœurs. C'était les sœurs Dorothée. C'était une institution, je crois, portugaise. Et là, il s'est posé un problème, que moi, j'étais un garçon. J'avais pas encore 13 ans, encore 12 ans, hein, dans une institution religieuse. Donc, ils ont eu l'autorisation de me garder dans la maison du concierge. Et on est resté là-bas, moyennant paiement. Parce que nous n'étions pas des juifs. On était une mère. Et Rome était occupée, ou l'île ouverte? Rome était occupée. Encore occupée. C'était pendant l'occupation. Ouais. Et nous étions des enfants de prisonniers de guerre. Prisonniers de guerre, c'est quelque chose qui ouvre un peu les portes. Bon, voilà. On a été libérés à Rome. Moi, j'étais commerçant. Soit tu avais le métier d'architecte. Voilà. Et puis après, il y a les générations. J'ai un succès avec mes enfants, extraordinaire, mes petits-enfants aussi. Voilà. C'est pour ça. Est-ce que notre histoire mérite d'être nominative? Je ne sais pas, je vous demande à vous. Voilà. Vous, c'est dans le cadre de votre travail. C'est une petite histoire par rapport à ceux qui ont subi l'extrême, quoi. Oui. Nous, on est devant ceux qui sont survivants d'Auschwitz ou d'un autre camp. On est sans parole, parce que ce qu'on a vécu, c'est rien. Bon, je voulais vous dire ça comme ça, que je me sens... on a un passé, et ce passé, on est dedans, et plus on vieillit, plus on est dedans. Eh bien, je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup.